Londres, 28 octobre 2023. Il est à peu près 3 heures du matin. Dans les profondeurs totalement silencieuses des serveurs de la British Library, une alarme muette se déclenche. Fichier après fichier, des données absolument inestimables disparaissent, remplacées par des fragments de code complètement illisibles. Cette nuit-là, ce n'est pas juste une simple panne informatique. C'est le point de départ d'une prise d'otage historique menée par une entité numérique implacable qui va non seulement s'attaquer à des siècles d'histoire, mais aussi faire trembler l'une des industries les plus lucratives au monde. Bienvenue dans ce décryptage d'un cyberbraquage extrêmement méthodique. Première grande étape de notre analyse, l'attaque de la British Library, ou le jour où l'histoire s'est littéralement arrêtée. Il faut bien se rendre compte du choc. On parle d'une institution fondée en 1753, la gardienne de plus de 170 millions de documents, avec des trésors comme la Magna Carta ou des manuscrits originaux de Léonard de Vinci. C'est tout simplement la plus prestigieuse bibliothèque du monde. Et pourtant, quelques heures à peine après le début de l'attaque, le personnel informatique fait une découverte glaçante. Une simple note affichée à l'écran, « Vos systèmes ont été chiffrés par Risida ». C'est une entrée en scène ultra dramatique pour une menace qui n'existait même pas sur les radars quelques mois plus tôt. La signature est claire, l'intention est hostile et les conséquences vont être désastreuses. Et le chiffre initial donne le vertige, 600 gigaoctets. Ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais une telle quantité de données, c'est une part gigantesque de l'infrastructure numérique de la bibliothèque. On parle de manuscrits numérisés, de dossiers personnels, d'archives historiques et administratives. Et ces données n'ont pas juste été verrouillées, non, elles ont été silencieusement siphonnées pour s'évaporer dans les méandres du dark web. Si on reprend la chronologie, la stratégie est diabolique. Après l'intrusion du 28 octobre, le groupe a patiemment attendu. Puis, boum, le 20 novembre, la demande de rançon tombe publiquement sur leur site. C'est une enchère qui exige 20 bitcoins, ce qui représentait environ 750 000 livres sterling à l'époque. Face à cette extorsion, et en parfait accord avec la politique officielle du Royaume-Uni, l'institution a dit non, un refus catégorique. Et la sanction n'a pas traîné. Dès le lendemain, le 21 novembre, 490 000 fichiers sont divulgués gratuitement, en libre service pour quiconque veut bien les télécharger. Les répercussions sont un cas d'école des dégâts collatéraux de ce genre d'attaque. Même sans payer un centime de rançon, l'institution a pris de plein fouet des dommages évalués à 7 millions de livres juste pour reconstruire ses systèmes. Ça engloutit presque 40% de ses fonds de réserve. Le site web et les catalogues scientifiques sont restés hors ligne pendant des mois, laissant les chercheurs du monde entier totalement bloqués. Et le pire dans tout ça, les employés et les usagers, dans les passeports et contrats enfuités, se retrouvent exposés à un risque de fraude permanent. Bref, un désastre absolu. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'écosystème du crime numérique et le fameux modèle d'affaires de Risida. Petite précision qui a son importance, Risida tire son nom d'un mille-pattes redoutablement venimeux. Et comme cet animal, le groupe avance de manière segmentée, frappe à une vitesse foudroyante et laisse une morsure paralysante. Leur secret, c'est un concept au cœur du cybercrime moderne qu'on appelle le Ransomware as a Service, ou RAAS. C'est redoutable. En gros, les créateurs du malware fournissent l'infrastructure de paiement et le seed de fuite. Ensuite, des affiliés, qui sont en fait des hackers indépendants, mènent les attaques sur le terrain. Une fois la rançon payée, le hacker reverse une commission d'environ 20% aux développeurs. C'est littéralement le Uber du cybercrime. Une économie souterraine ultra industrialisée. Passons maintenant à un tout autre univers avec notre troisième point, la chute d'Insomniac Games et le piratage de l'industrie du jeu vidéo. Seulement 3 semaines après avoir dévasté la Bibliothèque nationale en décembre 2023, changement total de décor. Risida s'attaque à l'un des studios californiens les plus prestigieux au monde, les génies derrière les jeux Spider-Man et le futur Marvel's Wolverine. Et quand on compare les deux, c'est frappant. D'un côté, une institution publique frappée pour 600 gigaoctets avec une rançon de 750 000 livres. De l'autre, un studio privé massif avec 1,67 téraoctets de données volées et une rançon qui grimpe à 2 millions de dollars. Cette flexibilité montre bien une chose, ils sont impitoyables et cherchent à monétiser n'importe quelle faille de sécurité, peu importe qui est la victime. Comme la British Library, Insomniac Games a tenu bon et refusé de payer cette rançon astronomique de 2 millions de dollars à la fin de l'ultimatum de 7 jours. En représailles, le monde du jeu vidéo a halluciné en voyant fuiter toute la stratégie du studio jusqu'en 2030. Des projets super secrets sur X-Men, sur Venom, des heures de gameplay confidentiel de Wolverine. Mais au-delà des jeux, le drame humain est terrible. Les passeports, les contrats et les adresses de 400 employés ont été jetés en pâture sur le net. Une humiliation totale qui a d'ailleurs mené à des licenciements et une réorganisation super douloureuse en interne. Mais comment font-ils exactement ? Plongeons dans notre quatrième partie, l'anatomie d'un piratage, pour voir comment Risida s'infiltre.
Grâce au rapport ultra détaillé de la CISA et du FBI, la méthode est désormais bien connue. Et c'est glaçant de méthode, justement. Tout se fait en 3 étapes. D'abord, l'accès initial. C'est souvent bête comme chou, un simple email de phishing bien ciblé ou une faille dans un VPN. Ensuite, c'est le mouvement latéral. Ils utilisent un outil appelé Cobalt Strike, qui, à la base, sert à tester la sécurité pour cartographier le réseau en silence et surtout désactiver les sauvegardes. Enfin, le coup de grâce, le chiffrement. Ils combinent les algorithmes SHA-2A20 et RSA 4096, ce qui crée un verrouillage d'une puissance redoutable. Sans la clé d'origine, c'est pratiquement incassable. Ce qui nous amène à une théorie fascinante. 5e point, le rebranding du cybercrime et les liens avec Vice Society. Les experts en sécurité de chez Sentinel Labs et Checkpoint ont littéralement décortiqué le code utilisé pendant ces attaques. Et la grande surprise, c'est que Ricida ne serait pas du tout un nouveau venu. Le code malveillant, les outils, les méthodes, tout ressemble à s'y méprendre à Vice Society, un autre groupe hyper dangereux qui ciblait surtout des écoles et des hôpitaux depuis 2021. La conclusion qui saute aux yeux, on assiste en fait à un changement de nom stratégique. Ça montre une réalité assez brutale du cybercrime. Les marques et les noms peuvent disparaître, mais les opérateurs, leur savoir-faire et leurs codes toxiques, eux, survivent et s'adaptent. Et pour bien comprendre l'ampleur de la menace, il faut lever les yeux et regarder au-delà de Londres ou de la Californie. C'est un fléau planétaire. L'armée chilienne piratée en mai 2023, le système de santé Singing River au Mississippi totalement paralysé, le comté de Columbus dans l'Ohio, rien qu'entre 2023 et 2024, on compte plus d'une centaine d'organisations ciblées à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Pour faire simple, Ricida s'est imposée comme l'une des 5 menaces de ransomware les plus actives au monde. Terminons ce décryptage avec une réflexion plus large, notre patrimoine en danger bien au-delà du simple vol d'entreprise. Pendant longtemps, on associait surtout les ransomware à des pertes financières colossales pour de grosses multinationales. Mais des attaques comme celle de la British Library montrent une vulnérabilité beaucoup plus profonde, presque existentielle. C'est l'histoire, la culture et l'héritage de nos civilisations qui sont en ligne de mire. Quand le patrimoine culturel d'une nation est pris en otage, qui paie la note? La bibliothèque a eu le courage de ne pas céder pour ne pas financer ce modèle criminel, mais le coût intellectuel, humain et financier est abyssal. Le plus effrayant, c'est que pendant qu'on analyse ça, ce gang et d'autres continuent de traquer leurs prochaines victimes sur le dark web. Des dossiers médicaux, des manuscrits uniques ou le prochain grand blockbuster, tout est à leur portée. Alors, quelle sera la prochaine institution à devoir faire face à ce dilemme infernal? C'est une question troublante, mais elle est absolument cruciale pour l'avenir de nos données. Merci d'avoir suivi cette analyse.